Ils ont tiré, puis ils ont réécrit l'histoire. On vous dit qu'il était une menace armée, mais dans le même récit, on admet qu'il n'a jamais sorti l'arme de son étui. Et si cette contradiction passe, alors la règle devient simple. Ils peuvent vous coller une étiquette après coup et tout le reste disparaît. D'après ton contenu, tout commence à Minneapolis, une manifestation, une femme aspergée de gaz. Alex Peretti s'avance pour l'aider. Et là, ça bascule. Ils l'ont plaqué. Ils l'ont frappé, puis ils l'ont abattu au moins 11 fois. Ensuite, le pivot immédiat. On parle d'un pistolet dissimulé comme si ça expliquait tout. Mais voici le détail qui fait exploser le cover-up. Si l'arme était censée rester dans l'étui, alors qui l'a sortie et à quel moment exact? Veux-tu que je continue à la partie suivante? Il ne vous donne pas toute l'histoire d'un coup. Il vous donne juste assez pour que votre cerveau range l'affaire dans la case « danger neutralisé ». Mais si on suit strictement ton contenu, ce qui s'est passé à Minneapolis n'a rien d'un incident isolé. C'est un test de récit, un test de peur et surtout un test de ce que les gens accepteront quand l'étiquette terroriste est collée assez vite. Regarde la mécanique. Un homme meurt et immédiatement le pouvoir change la question. Ce n'est plus « pourquoi a-t-il été abattu ?» c'est « pourquoi portait-il une arme ?» On te force à débattre du mauvais sujet pendant que le fait principal s'évapore. Et c'est exactement ce que ton texte décrit. La version officielle tente de diffamer Alex Peretti après sa mort, en répétant qu'il avait une arme dissimulée, comme si ça suffisait à justifier ce qui vient ensuite. Mais voici l'angle qui retourne tout et qui devrait te faire te redresser sur ta chaise. Si la règle devient « manifester plus », porter légalement, mais tu peux mourir, alors ça ne concerne pas une seule personne. Ça concerne tout le monde. Alors la vraie question n'est pas seulement qu'est-ce qui s'est passé. La vraie question, c'est pourquoi ce récit est-il poussé aussi agressivement, aussi vite, avec autant de monde mobilisé en même temps? Veux-tu que je continue à la partie suivante? Parce que la partie la plus révélatrice, ce n'est pas seulement la mort d'Alex Peretti, c'est la panique dans la défense. Dans ton contenu, l'administration ne se contente pas d'expliquer. Elle attaque. Elle colle immédiatement des mots lourds, domestique terroriste, insurrectionniste. Et elle martèle une image mentale. Un homme présenté comme un gunman, comme si tout était déjà clair, comme si le dossier était fermé avant même que quiconque ait posé une question. Sauf qu'au milieu de cette version, il y a une scène qui détruit la propagande à elle seule. Le texte insiste. Il avait un permis légal. Il n'a jamais sorti l'arme de son étui. Et même plus troublant, son téléphone est dans sa main droite et sa main gauche vide et levée. Ce n'est pas un détail décoratif. C'est le genre de détail qui sépare une menace d'une exécution. Mais voici la partie que personne ne peut effacer une fois que vous l'avez vue. S'il n'y avait aucune menace et que l'arme n'a pas été dégainée, alors l'argument principal ne tient plus. Et à ce moment-là, le récit officiel ne protège plus une opération. Il protège une décision. Et c'est là que l'histoire se retourne contre eux. Parce que même dans ton contenu, ce ne sont pas seulement des opposants qui réagissent. On voit la base MAGA elle-même se fissurer. On voit des influencers, des writers de droite, même des voix de l'univers pro-armes dire « cette version est nonsense ». Alors maintenant, regarde bien ce qui se passe. Quand tes propres alliés commencent à dire que ça ne colle pas, ce n'est plus une polémique, c'est une rupture. Veux-tu que je continue à la partie suivante? Et quand cette rupture commence, elle accélère comme une avalanche. Dans ton contenu, on apprend que la défense ne vient pas d'un seul endroit. Elle vient en rafale. D'abord, l'administration insiste que Peretti aurait mérité ce sort simplement parce qu'il portait une arme légalement. Ensuite, des responsables mettent en garde comme une menace à peine voilée. Pourquoi porter une arme à une manifestation? Vous allez mourir. Ça ne sonne pas comme une règle de sécurité. Ça sonne comme une ligne rouge qu'on veut imposer par la peur. Mais voici le basculement historique. Même des voix qui, normalement, protégeraient ce camp, commencent à lâcher la corde.
Un podcaster ultra maga, Tim P, selon ton texte, lâche une phrase qui change tout. Empty hand, the gun in hand. Appears the man may have been disarmed before being shot. Traduction simple. Il suggère que l'arme n'était pas dans les mains de Peretti au moment où tout a explosé. Et à partir de là, chaque seconde devient explosive. Parce que si cette séquence est vraie, alors on n'est plus dans une bavure. On est dans une scène reconstruite. Encore pire, même un auteur de Red State dit que la version « il s'est approché pour massacrer » ne tient pas. Il écrit que c'est « nonsense » et souligne le point le plus accablant. Il ne dégaine pas, il se fait asperger pendant qu'il essaie d'aider un autre manifestant. Ça, c'est la logique la plus basique. Et quand même ce camp-là le dit, c'est que le récit craque de l'intérieur. Mais voici le reset mental. Remarque ce qu'ils n'ont pas nié. Ils n'ont pas nié la violence, ils n'ont pas nié les tirs, ils n'ont pas nié la scène. Ils essaient juste de gagner la guerre des mots terroriste, assassin, insurrectionniste, parce que si le mot colle, alors l'acte disparaît derrière. Sauf que dans ton contenu, l'image est plus forte que le mot. Et quand l'image gagne, il reste une seule question. Qui va payer le prix politique de cette scène? Veux-tu que je continue à la partie suivante? Parce que dès que tu touches à l'enquête, tu touches au pouvoir réel, pas au discours, au levier. Dans ton contenu, il y a un fait qui change totalement la gravité de cette affaire. Le président républicain de la commission Homeland Security à la Chambre, représentant Gab Birino, demande formellement un témoignage des dirigeants de l'ICE, du CBP, de l'USCIS dans une audience complète. Et il ne le fait pas en mode suggestion. Il écrit « Vous avez été invité, maintenant, vous devez vous présenter formellement. » Ce n'est pas une petite friction politique, c'est une alarme interne. Parce que quand le camp du pouvoir commence à convoquer ses propres agences, c'est rarement pour faire joli. C'est parce qu'ils sentent que la version officielle ne tiendra pas face aux détails, aux vidéos, aux chronologies. Mais voici le point de bascule numéro 2. Dans ton contenu, même des sénateurs démocrates qui envisageaient de voter un package de financement reculent. Ils disent non. Leader Schumer déclare que ce qui se passe au Minnesota est appalling and unacceptable. Et surtout, il explique que le texte est woefully inadequate pour contrôler les abus, puis il tranche « I will vote no ». Et ça, c'est énorme, parce que ton contenu connecte immédiatement ce non à une pression publique. AOC répond en disant « People's calls and organizing worked ». Donc, la séquence, d'après ton récit, c'est un acte violent, une tentative de récit officiel, une pression populaire. Et maintenant, un blocage politique sur le financement. Mais voici la partie que personne ne veut dire à voix haute. Quand tu coupes l'argent, tu forces la vérité à sortir. Parce que l'argent, c'est la protection. Et sans protection, les fissures deviennent des fractures. Et alors, la question devient simple, presque brutale. Si même eux commencent à se retourner, qu'est-ce qu'ils savent? Ou qu'est-ce qu'ils craignent de voir exposé? Veux-tu que je continue à la partie suivante? Alors, évidemment, quand le terrain politique commence à glisser sous leurs pieds, ils font ce qu'ils font toujours. Ils essayent d'écraser la perception avant que la vérité ne prenne racine. Dans ton contenu, tu vois cette offensive clairement. Stephen Miller poste « A would-be assassin tried to murder federal law enforcement ». Puis le compte officiel de Trump et même le compte officiel de la Maison-Blanche relaient un message avec une photo « This is the gunman's gun, loaded, ready to go ». Et la légende pousse le public à une conclusion immédiate. Il était là pour tuer, donc tout est justifié. Mais voici la partie que ton contenu expose et qui rend cette opération dangereuse. Il parle comme si le verdict était déjà rendu, alors même que tout repose sur une interprétation d'une scène, d'un enchaînement de secondes. Et au milieu de tout ça, tu as un détail qui frappe comme une gifle. Des voix de droite, même pro-Trump, ne suivent pas. KFC Barstool, dans ton texte, écrit carrément « 37-year-old ICU nurse Alex Peretti murdered with zero justification for deadly force. I mean zero. » Il ajoute même que ça ressemble à un watershed moment, un moment charnière, et lâche une comparaison glaçante, « very reminiscent of Sandy Hook. If that didn't get us to change, we never will. »
Ce n'est pas juste un commentaire. C'est un signal que le récit est en train de perdre son emprise sur des gens qui, normalement, seraient alignés. Mais voici le reset mental. Remarque ce qu'ils n'ont pas nié. Ils n'ont pas nié la violence. Ils n'ont pas nié les tirs. Ils n'ont pas nié la scène. Ils essaient juste de gagner la guerre des mots. Terroriste, assassin, insurrectionniste. Parce que si le mot colle, alors l'acte disparaît derrière. Sauf que dans ton contenu, l'image est plus forte que le mot. Et quand l'image gagne, il reste une seule question. Qui va payer le prix politique de cette scène? Veux-tu que je continue à la partie suivante? Et maintenant, on arrive à la zone où les histoires deviennent des crises. Pas parce que les gens crient plus fort, mais parce que le contrôle échappe aux mains de ceux qui veulent verrouiller l'affaire. Ton contenu empile 3 développements comme un compte à rebours. 1. La réaction de l'NRA. Quand Bill Saleh, premier assistant US Attorney, dit en gros « Si vous approchez la police avec une arme, ils seront probablement légalement justifiés de vous tirer dessus », l'NRA répond que cette idée est dangereuse et fausse et qu'il faut attendre une enquête complète au lieu de démoniser des citoyens respectueux de la loi. Ça, c'est une fissure majeure dans le bloc pro-ordre. 2. Le niveau local passe à l'offensive. Ton contenu dit qu'un procès est intenté par le bureau du procureur du comté de Hennepin exigeant un accès immédiat aux preuves fédérales. Pourquoi? Parce que selon le texte, les agences fédérales refusent de laisser même le FBI enquêter et empêchent totalement la police locale et les autorités de l'État de participer. Et ça, c'est exactement le genre de phrase qui déclenche une tempête institutionnelle. 3. La famille parle. Et quand la famille parle, l'affaire change de dimension. Elle dit « Alex is clearly not holding a gun. He has his phone. His empty left hand is raised above his head. » Ce n'est pas un slogan, c'est une image. Et une image comme ça, quand elle circule, elle est impossible à rattraper. Alors la pression augmente, l'enquête se fracture et la narration officielle commence à ressembler à une porte qu'on claque trop vite. Et à ce stade, une seule question compte. Qu'est-ce qu'ils essaient de garder hors de portée? Et pourquoi maintenant? Veux-tu que je continue à la partie suivante? Parce que c'est là que ça devient personnel. Pas pour un camp, pour vous. Dans ton contenu, Alex Peretti n'est pas décrit comme une figure abstraite. Il est décrit comme un homme réel, avec une vie réelle. Un infirmier en soins intensifs au Minneapolis VA. Quelqu'un que des familles décrivent comme l'une des personnes les plus incroyables, quelqu'un dédié au service, un outdoorsman, un dog dad, et surtout, quelqu'un dont le dernier acte aurait été de protéger une femme. Et quand tu lis ça, tu comprends pourquoi cette histoire explose, parce que ce n'est pas une scène lointaine, c'est un scénario de rue, une scène où n'importe qui peut se retrouver, une manifestation, une confusion, une escalade, puis une phrase après coup qui décide si votre vie valait quelque chose ou non. Ton contenu insiste sur un point qui coupe net l'idéologie. Protester pacifiquement. Droit du premier amendement. Et concealed carry légal. Droit du deuxième amendement. Et la question posée est brutale. Est-ce que ça veut dire qu'en combinant ces deux droits, vous méritez d'être abattu? Voilà pourquoi la base MAGA elle-même se fissure ici. Parce que si tu vends des années de liberté, de droit, de constitution et que ton propre récit devient « tu meurs quand même », alors c'est une trahison du langage que tu utilisais. Et maintenant, je te parle à toi. Si tu peux être désarmé, étiqueté terroriste, puis effacé, alors ce n'est pas une affaire politique. C'est une démonstration. Si ça te semble familier, dis-le dans les commentaires. Parce que la prochaine couche est la plus froide. Le système qui rend tout ça possible, même quand tout le monde a vu la scène. Veux-tu que je continue à la partie suivante? Parce que le vrai pouvoir dans cette histoire, ce n'est pas l'arme. Ce n'est même pas le tir. C'est la capacité de transformer un événement filmé en version officielle. Ton contenu montre un mécanisme simple, presque mécanique. Dès qu'Alex Peretti est tué, l'administration ne cherche pas à expliquer, elle cherche à définir. Elle choisit des mots. Terroriste, assassin, insurrectionniste.
Puis elle pousse ces mots depuis des comptes qui ont l'autorité symbolique maximum, le compte de Trump et même celui de la Maison-Blanche. Et si tu comprends ça, tu comprends pourquoi ils insistent autant sur la photo d'une arme et les magazines supplémentaires. Ce n'est pas une preuve, c'est une mise en scène mentale. Ça sert à provoquer une réaction automatique chez le public. Peur, justification, fermeture du dossier. Mais voici l'insight dérangeant que ton contenu laisse apparaître. Quand tu gagnes la guerre des émotions, tu n'as plus besoin de gagner la guerre des faits. Tu as juste besoin que les gens se disputent sur une image pendant que le détail central, à main vide levée, téléphone dans la main droite, n'a jamais dégainé, passe en arrière-plan. Et c'est là que l'histoire devient plus grande que Peretti, plus grande que Minneapolis, parce que ce mécanisme ne dépend pas d'une personne. Il dépend d'incitation, protéger l'institution, protéger la chaîne de commandement, protéger la narrative et punir quiconque essaye de la fissurer. C'est pour ça que dans ton contenu, le contrôle de l'enquête devient un champ de bataille. Si tu contrôles l'accès aux preuves, tu contrôles le futur. Et maintenant, tu vois déjà la suite se dessiner. Soit ça craque complètement, soit ça devient la nouvelle normalité. Veux-tu que je continue à la partie suivante? Alors maintenant, on arrive à la partie la plus dangereuse, parce qu'elle concerne ce qui vient après, pas ce qui vient d'arriver. Dans ton contenu, 2 trajectoires apparaissent et elles partent déjà en sens opposé. Première trajectoire, la rupture grandit. Tu as des républicains qui demandent des témoignages officiels. Tu as des démocrates qui menacent de bloquer tout financement si le DHS, l'ICE et la Border Patrol sont inclus. Tu as des voix MAGA-ish qui ne suivent plus le script, qui parlent d'un homme désarmé, d'un récit nonsense. Et tu as l'NRA qui rejette publiquement l'idée qu'un citoyen légal doit être traité comme une cible. Si cette trajectoire continue, voilà ce que ça implique. La pression force une exposition, une audience, des noms, des images, une chronologie impossible à tordre. Et à ce moment-là, ce n'est plus une bataille médiatique. C'est un point de rupture institutionnelle. Deuxième trajectoire, le verrouillage total. Ton contenu décrit l'autre option. Plus l'affaire devient explosive, plus les agences fédérales refusent l'accès, plus elles coupent les autorités locales, plus elles repoussent, plus elles scellent. Et en parallèle, elles saturent l'espace public avec le même message. Terroristes, menaces, assassins. Si cette trajectoire gagne, alors l'effet est glacial. Ce n'est pas juste que Peretti est effacé, c'est que l'idée même d'une contestation sûre est neutralisée par avance. On te fait comprendre qu'il suffit d'une étiquette pour que la force soit justifiée. Mais voici le détail qui change tout. Ton contenu montre déjà que ce verrouillage déclenche une contre-réaction, un procès local, une mobilisation publique et même un boycott international qui se met à bouger. Donc, le futur immédiat dépend d'un seul truc. Est-ce que la vérité sort par la porte des preuves ou est-ce que le récit gagne assez vite pour enterrer le reste? Parce que la prochaine décision est déjà en train de se former, quelque part, dans une pièce où personne ne filme. Veux-tu que je continue à la dernière partie?